on va commencer par un cas pratique, si vous le voulez bien, Thomas Guignard. On a la chance de vous avoir parmi nous ce matin. Waze, c'est un outil absolument formidable. C'est un système collaboratif, un GPS collaboratif qui vous indique à l'instant T où sont les embouteillages, où sont les nids de poules, les routes barrées à cause d'une visite officielle ou d'une manif, etc. Un outil super simple d'utilisation. Il faut juste un fond de carte, hein, c'est ça? Alors, il faut un fond de carte. C'est pour nous ou pour le... Je vous laisse expliquer la partie technique parce que je vais m'arrêter là pour oui, ça. Oui, ça m'a un peu... non, ce qui est simple, c'est on espère, c'est l'expérience, pour reprendre le terme qu'on utilisait tout à l'heure, utilisateur. Ce qui est compliqué, c'est créer le GPS, quoi. Ça, c'est très, très compliqué. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup. Si on regarde qu'est-ce qu'il y a comme GPS efficace dans le monde, il y en a 2 ou 3. Donc ça, c'est très compliqué, très cher. Technologiquement, ça reste un immense challenge, quoi. Parce que c'est... j'ai employé le mot challenge et je suis désolé. Je vais essayer de faire un effort, je vous promets. Vous êtes autorisé pour une fois, ça va. Vous avez un joker. Ah, je vous remercie. Non, mais c'est parce qu'il faut cartographier toutes les routes du monde. Alors évidemment, la mission, elle est gigantesque, quoi. Et puis, il ne s'agit pas de les cartographier une fois pour toutes, parce que ça change tout le temps. Donc, il faut les cartographier et les actualiser en temps réel, en permanence. Donc c'est très compliqué. Après, je ne sais pas si vous voulez que je donne dans le détail, je ne sais pas si c'est intéressant de savoir comment ça marche précisément, mais ce qui est intéressant peut-être, c'est de savoir que vous êtes dans plusieurs villes du monde aujourd'hui et que vous avez plusieurs millions d'utilisateurs. Donc, ce qui nous intéresse aussi, c'est de savoir pourquoi c'est gratuit, quel est le modèle économique et quelle est la contrepartie pour l'utilisateur. Oui, je veux bien un peu développer ça. En fait, on a peut-être faire un petit peu l'histoire de notre application. Ça a été créé à Tel Aviv, il n'y a pas très longtemps, il y a 10 ans déjà quand même. Pourquoi Tel Aviv? En fait, il n'y a pas trop de hasard, moi je trouve. C'est d'abord parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs, comme tout le monde le sait, là-bas, et ils s'autonoment Startup Nation, donc tout le monde est à la recherche d'une idée et d'une idée technologique. Première chose, et quand on y va, c'est marrant de voir à quel point ils sont formés, il y a tout le temps des cours, tout le monde se forme pour apprendre à coder. Le computer science là-bas, c'est vraiment la chose la plus importante, ce qui est peut-être un peu moins le cas chez nous d'ailleurs, et c'est un sujet qu'on pourrait identifier pour le sujet des villes intelligentes, et si on veut que nos villes deviennent intelligentes, c'est aussi des compétences de gens qui sont capables de traiter la data. Bon. Cette parenthèse mise à part, il y a ça. Et puis, il y a l'idée aussi que là-bas, c'est le cauchemar de l'automobiliste, quoi. Les bouchons sont délirants. Donc, le gars qui a créé l'application, il était sur son app et il aurait voulu savoir ce que les gens qui étaient 500 mètres devant lui vivaient, quoi. Est-ce qu'il y avait des bouchons là-bas? Est-ce que c'est la circulation facile ou pas? Donc, il a contacté les gens qui, à l'époque, éditaient des GPS pour leur demander d'avoir l'accès au GPS. Donc en open source, pour employer cet anglicisme aussi, et c'était évidemment refusé. Donc lui s'est dit, c'est bizarre, parce que ça serait hyper pratique d'avoir le don d'ambiguïté quand on peut conduire. Qu'est-ce qui se passe à la fin de mon trajet avant que j'y sois? Donc il a créé une app. Donc au départ, l'idée, c'était un projet vraiment un peu à la Wikipédia. Donc je vais essayer de bâtir un fond de carte libre de droit que j'achèterai pas, parce qu'il y a très peu d'ailleurs, grands groupes qui possèdent les cartes du monde, en fait. Donc lui, il a dit, moi, je vais en créer une libre de droit. Et puis après là-dessus, il s'est dit, tant qu'à avoir une carte, je vais essayer de créer un GPS. Bon. Mais pour faire le GPS, comme c'était technologiquement très compliqué, il a dû embaucher des ingénieurs. Il y en a 300 à peu près chez nous. À partir du moment où on a des ingénieurs, le problème étant qu'il faut payer les ingénieurs. Donc se pose la question de quel modèle on développe, quoi. Aujourd'hui, Waze, c'est combien d'ingénieurs et combien de salariés? 450 salariés, 300 ingénieurs à peu près. Bon, quelques virgules près, quoi. Donc pour faire tourner cette idée, il y a 2 solutions. Ou on fait payer un service, ou on ne fait pas payer le service. Voilà. Donc le faire payer, ça nous paraissait une mauvaise idée. D'abord parce que les gens se connectent que l'appli marche. Enfin, on est nourri par le fait que les gens nous utilisent. C'est leur signe GPS qui nous permet de dessiner des cartes. Et c'est parce qu'il y a une communauté de gens qui existe à 2 niveaux, qui soit informent, on appelle ça des reporters, c'est-à-dire ils disent ici je vois que il y a un problème sur la route, soit qui eux-mêmes vont dans l'interface sur l'ordinateur et qui dessinent, donc ça existe vraiment, hein, c'est des gens qui vont sur l'interface et qui dessinent les routes eux-mêmes, à la main. Donc elle existe comme ça, notre carte. Donc ça aurait été quand même un peu incongru de faire payer un service qui n'existe que parce que les gens l'utilisent, quoi. Donc ça marchait pas. Donc on a décidé de le faire gratuit, mais après des business models gratuits, on n'en connaît qu'un, nous c'est la publicité. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'était le point.
le point qui était évoqué tout à l'heure. Est-ce que la publicité, on est content de l'avoir sur une app? Comme tout le monde, on préfère avoir YouTube sans publicité. YouTube sans publicité. J'ai dit YouTube. Je crois qu'on a tous compris que vous parliez de YouTube. On préférerait qu'à TF1, on n'ait pas des tunnels de 20 minutes. Sur Europe 1 l'après-midi, les tunnels de publicité, tout le monde zappe aussi. Personne, je ne crois pas que les gens aient vraiment une passion pour la publicité, sauf quand elle est très maligne, très bien faite, pas intrusif. Et donc, c'est ce à quoi aspire tout le monde, les agences, les plateformes, les annonceurs, c'est-à-dire réinventer, aujourd'hui on en est là, faire un système publicitaire qui est plus intelligent que ce qu'on avait avant. Mais on n'a pas encore réussi, on essaye, on va y travailler, mais on veut faire de la publicité, est-ce qu'on veut que ça soit gratuit? On n'a pas d'autres idées. Si vous avez des idées de modèles pour être à minima au niveau break-even zéro, on prend les idées, mais on fait ça pour ça. Alors moi, ce qui m'intéresse en tant qu'utilisatrice, c'est de savoir combien je vais vous rapporter. Quand j'utilise Waze et qu'on me signale Monoprix, je veux savoir combien rentre dans vos caisses à vous. Est-ce que je peux le savoir, ça? Est-ce que vous allez me le dire ce matin? Alors non, je ne vais pas vous le dire. Non, mais la publicité, pour les gens qui sont experts du sujet, ça monétise très très peu. La réalité, c'est que, en particulier en digital, c'est-à-dire qu'un utilisateur annuel rapporte excessivement peu d'argent. Excessivement peu d'argent. Peut-être à l'exception de Google, c'est assez particulier, mais toutes les régies classiques publicitaires, c'est très 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 faible. Voilà, mais je ne peux pas donner de chiffres, vous savez, malheureusement. Alors, ce qui est intéressant dans votre modèle à vous, c'est que vous avez diversifié, si l'on peut dire, vos sources d'informations. Et notamment, vous avez développé des partenariats avec plusieurs villes, avec Versailles, avec Lille, qui vous fournissent des informations. Aujourd'hui, il y a la grande braderie, vous n'allez pas pouvoir circuler sur tel ou tel axe. Aujourd'hui, il y a une manifestation, passez plutôt par là. Qu'est-ce que vous leur donnez en échange ? Alors merci de poser cette question, parce que j'étais pas là au début, mais j'ai entendu qu'il y avait la polémique ou le sujet sur comment on s'entend avec les villes. Comment on organise le trafic, parce qu'au fond c'est ça la question. Nous, par notre succès, on est vraiment super contents de ce succès, en particulier en France, on commence à être un acteur de la ville, important, puisque à partir du moment où on fait passer par un chemin un nombre significatif de personnes, ça change la ville, la ville et tous les flux qui la traversent. Donc c'est crucial en fait pour tout le monde. C'est crucial positivement pour les gens qui gagnent une demi-heure et qui ne sont pas bloqués, parce que c'est beaucoup. Il faut bien comprendre qu'au départ, les gens passent 2 heures par jour en voiture à peu près en France. Et j'oublie Paris. Donc c'est encore pire, je pense. Mais en province, sans la voiture, quels autres moyens on a? Donc c'est important pour eux. C'est vraiment très important. Moi, je parle pas du... Moi, j'habite Paris 1er. Alors, Paris 1er, je peux prendre mon Vélib, mon scooter électrique, mon taxi, tout ce qu'on veut. Moi, j'ai pas de problème de mobilité. Mais si on parle de l'ensemble des gens, il y a un problème de la mobilité en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Bien. Donc c'est un sujet important. Donc positivement, c'est comment ces gens, on leur évite d'arriver dans une route qui est barrée, de rentrer dans un bouchon qui dure 1 heure, ce qui stresse tout le monde, ce qui est horrible. Voilà. À l'inverse, ça pose aussi la question aux gens qui votent dans une ville. C'est-à-dire, j'habite à tel endroit, j'avais acheté mon appartement parce que la rue était déserte, du jour au lendemain, bam, c'est devenu une autoroute urbaine. Je caricature à dessein, ça n'arrive pas comme ça. Et donc, comment on contente ces gens aussi? Bon, on est conscient de ce problème-là. Donc, mais c'est un arbitrage. Si on essaie d'être nuancé dans la question c'est que pourquoi il y en a... ça serait que dans un sens et pas dans l'autre et inversement. Donc, il faut travailler ensemble, en fait. Nous, c'est la seule réponse qu'on est capable de dire, c'est travailler ensemble. Donc, pour faire ça, pour répondre à votre question, peut-être que je développe trop, c'est de donner les datas, et c'était votre question, aux villes. Donner nos datas aux villes. Parce qu'elles peuvent en faire plein de trucs. Alors là-dessus, il y a 2 sous-jacents. Il y a la question de la privacy, c'est-à-dire comment on donne des datas en protégeant nos utilisateurs et que peuvent faire les villes de nos datas. Je peux développer ça, mais je ne sais pas si vous voulez le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous leur fournissez exactement? Oui, les données qu'on leur fournit sont exactement celles qui sont disponibles sur l'app pour tout un chacun. Donc il suffit de les voir. C'est-à-dire, je fournis les datas de ici, il y a tel bouchon. Ici, la communauté a déclaré qu'il y avait, je ne sais pas, une route avec des graviers. Voilà, c'est ce genre d'informations que vous retrouvez vous-même sur l'app. Donc c'est les données publiques, agrégées, anonymisées, non individuelles, évidemment, parce que le but n'est pas d'envoyer directement à la police municipale le fait que vous rouliez à 55 au lieu de 50. C'est pas du tout notre vocation, évidemment. Quelle est la nature des données que vous récoltez et combien de temps est-ce que vous les conservez? Donc je vois que ça vous fait...
C'est très CNIL comme question. Donc, c'est Geoffrey donc, de la CNIL, de la Commission nationale informatique et liberté, qui réagira dans quelques instants, mais qui est évidemment très attentif à cette question-là. Donc combien de temps vous récoltez les données de circulation finalement ? Oui, mais il y a d'autres éléments de contexte que je veux expliquer là-dedans. D'abord, c'est une question importante parce que il y a une relation de confiance avec l'utilisateur. Donc je vais répondre, ne vous inquiétez pas, mais c'est crucial cette question de la privacy. Donc il ne s'agit pas d'exploiter les data pour en faire n'importe quoi. D'abord, on le prend très sérieusement, la première chose. Deuxième chose, on en a besoin quand même de cette data. Enfin, on ne prend pas la data pour le plaisir de prendre la data. C'est-à-dire que pour vous donner un signal GPS et pour vous dire où aller, on a besoin de capter votre GPS. Enfin, c'est du bon sens, on est d'accord ? Quand je suis un éditeur de presse divers et variés et que je collecte la donnée GPS, là, j'entends que ça pose plus de questions. Je suis Le Figaro, L'Équipe, Le Monde, peu importe. Je collecte une data GPS, on peut se poser la question de OK, pourquoi faire ? Nous, je veux dire, sans votre donnée GPS, on ne peut pas vous indiquer le bon chemin, donc on n'a juste pas le choix. Bien. Dans ce contexte, après, il y a la question de ne pas la communiquer. Donc on ne la conserve pas, on la conserve dans un temps qui est très limité, c'est juste la capacité, c'est les semaines dont on parle, c'est la capacité à calculer pour calculer le bon trajet, on a besoin d'un petit peu d'historique, parce que sinon on dirait n'importe quoi. Et après on la détruit, et celle qu'on communique auprès des villes, elle est toujours anonymisée et agrégée. Voilà. J'espère que ça répond à votre question précisément. On peut imaginer, en tant que citoyen, que vous êtes l'allié idéal du ministre ou du ministère de l'Intérieur. Est-ce que, par exemple, on vous a déjà sollicité dans le cadre d'une enquête ? Est-ce que tel criminel ou telle personne qui a commis un délit est passée par-ci, par-là ? Est-ce que vous confirmez qu'elle a borné avec son portable sur tel trajet de la ville ? Parce que ça, c'est forcément demain. Non, moi je pense pas du tout que ça soit demain. Moi, ça m'évoque plutôt un truc qui m'effraie qu'un truc qui me fait plaisir. Jamais vous n'avez été sollicité par un service de police, un service de gendarmerie ? Non, jamais. D'abord parce que ça s'est régi dans un cadre judiciaire légal. Enfin, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique la loi en tant qu'acteur privé. Donc, le cadre légal ne dit pas n'importe qui dans un ministère peut demander à une plateforme une data. Non, on peut imaginer qu'un juge d'instruction s'intéresse à vous. Voilà. Donc, c'est très précis. Ce serait sûr. Évidemment, dans le cadre légal, sur demande d'un juge, j'ai jamais eu ce problème-là. Après, si on veut savoir où se trouve quelqu'un, je les invite à appeler les opérateurs. Ils ont quand même une donnée plus rapide et plus propre. C'est ce que font les services de gendarmerie quand quelqu'un est perdu. Plutôt qu'un opérateur comme moi, on peut utiliser Waze sans s'identifier, par ailleurs. On peut utiliser Waze sans donner son Facebook, sans donner son nom, sans rien donner. Donc, pour savoir que Monsieur X, cambrioleur, a utilisé Waze, moi, je suis paumé. Je ne sais pas le faire. Donc, c'est pas moi qu'il faut demander ça. Très bien. Alors, je me tourne vers vous, Geoffrey Delcroix. Vous travaillez donc à la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, et vous vous êtes penché sur le cas d'Uber, mais aussi forcément de Waze, parce que vous dites, aujourd'hui, ça pose un vrai et crucial problème de gouvernance, cette arrivée de Waze dans l'espace public. Oui, enfin, pas seulement de Waze, mais c'est un bon exemple. Alors, des fois, c'est un petit peu difficile. Il est là aujourd'hui, donc il peut même vous répondre. Voilà, exactement. Mais effectivement, donc moi, j'appartiens à l'équipe d'innovation et de prospective de la CNIL, la Commission nationale d'informatique et des libertés. Donc, on est une autorité administrative indépendante chargée de l'application des lois autour de ces questions de protection des données et de la vie privée. Et nous, dans l'équipe d'innovation, on appelle ça le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. C'est pour faire CNIL à l'envers, ça fait le link. Donc, si vous cherchez des informations, si vous cherchez comme ça, vous nous trouverez. On essaye d'explorer des sujets un peu émergents autour des questions de données. Et donc, on a publié en octobre un cahier d'innovation et de prospective qui s'appelle La plateforme d'une ville, qui est autour de ces questions de données dans la ville et dans la vie urbaine. Et effectivement, ce qu'on a trouvé intéressant, c'est assez rapidement de se dire, il y a beaucoup de sujets autour de la smart city, de la ville intelligente. Mais ce qu'on trouvait intéressant, c'était un décalage entre parfois des discours d'extrême centralisation avec des systèmes de villes qui seraient... en fait, on pourrait diriger la ville avec une vision très cybernétique depuis une espèce de ville, de salle de contrôle où tout serait centralisé. C'était le cas de Dijon tout à l'heure. Oui, qui est un modèle évidemment, mais qui est aussi finalement qui opère à l'intérieur
l'intérieur d'un espace où il y a des acteurs qui sont des plateformes du numérique qui arrivent dans ces questions de ville avec leur modèle économique, comme ça vient d'être évoqué, avec leur logique, non pas d'être des prestataires dans le cadre de marchés publics ou délégataires de services publics, mais d'être des gens qui interviennent beaucoup plus sur la vie dans la ville que sur la ville en elle-même. Et on a trouvé intéressant d'explorer à la fois ces modèles économiques, les impacts que ça pouvait avoir sur la manière dont on imagine de régler les problèmes de la ville par la technologie, la ville liquide, où on essaye de voir finalement la ville comme une série de problèmes individuels à optimiser, et où parfois, il faut le reconnaître, l'individu est d'ailleurs un peu lui-même un problème. Hein, il ne fait pas vraiment ce qu'on veut, il a tendance à ne pas suivre les règles, à vouloir des choses qui ne sont pas tout à fait cohérentes avec la parfaite optimisation de la ville. Et on trouvait que c'était intéressant d'explorer cette question, donc on l'a fait dans ce document que vous pouvez trouver sur notre site. Et effectivement, pour son bonheur et pour son malheur, Waze est un des bons exemples de ce sujet, avec effectivement des Uber, des Airbnb, des Facebook aussi, pour des choses comme le safety check, vous savez, qui sert quand il y a des événements un peu dramatiques dans certaines villes. On se rend compte qu'on a des acteurs qui où il y a un équilibre, on va dire, des pouvoirs et des responsabilités entre des acteurs publics, des acteurs privés et les citoyens qui méritent d'être regardés de plus près. Puisque, comme ça a été expliqué à l'instant, finalement, on a des données qui sont utiles pour les acteurs publics, qui sont détenues par un acteur privé, qui les traite et les collecte dans un cadre d'un service qui rend à des utilisateurs. Et puis donc on a ces utilisateurs, et ces utilisateurs, il faut qu'ils aient des garanties appropriées pour la protection de leurs droits, dans le cadre en particulier des règles qui existent aujourd'hui en France et en Europe. Et sincèrement, nous, l'objectif, c'était pas du tout, de ce document, c'est pas de dire, c'est pas de caricaturer en disant il y a des méchants acteurs privés qui essayent de porter atteinte aux droits des personnes, et puis nous, on serait des sortes de chevaliers blancs. C'est vraiment de se dire, on a un rapport de force et des équilibres de discussion entre ces acteurs qui sont des sujets de politique publique, sont des sujets de débat, et il faut prendre en compte ces questions dans les échanges entre les acteurs publics et ces acteurs privés, en apportant des garanties, parce que c'est ça évidemment nous notre rôle, des garanties appropriées concernant les droits des personnes qui sont concernées. Xavier Fischer, vous dirigez Data Calab. Donc là, vous êtes allé un cran plus loin dans le recueil des données, c'est-à-dire que vous faites du neuromarketing. Alors c'est quoi ? On va peut-être voir avec la prochaine image. Voilà, vous êtes capable de lire sur nos visages la désapprobation, le dégoût, le bonheur, l'adhésion à un propos. Et ces données-là, vous les captez et vous êtes en mesure de les monnayer auprès de marques qui seraient intéressées de savoir si leur publicité fonctionne, leur discours politique fonctionne. Comment vous réagissez, vous, à ce que vous venez d'entendre ? Comment vous, Data Calab, vous pouvez vous insérer dans la ville intelligente ? Donc d'abord, pour commencer, pour illustrer un petit peu ce visuel, pourquoi l'émotion ? On a parlé dans la table ronde d'avant, par exemple, d'expérience client. Beaucoup de gens en parlent en ce moment. Et en fait, un client, c'est un être humain. On essaie de le quantifier avec des KPI, des métriques, panier moyen, nombre de visites, par exemple, mais on est plus que ça. Et donc, notre but, c'est de partir du client pour vraiment comprendre ce qui se passe. L'émotion, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qui nous permet d'agir. Ça vient du latin, mouvement, movere, etc. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de quantifier les émotions qu'on ressent par différentes technologies, par différents procédés. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'être humain ne se souvient pas de son émotion. Là, la bonne question, c'est, vous êtes là depuis 3 heures, vous écoutez diverses conférences, vous vous souvenez à peu près de ce qu'on vous a dit. Mais si vous vous posez la question qui est, quelle émotion vous avez ressentie seconde par minute, minute par minute, ou pendant chacun de notre speech, est-ce que vous arrivez à vous en souvenir ? Non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a pas la capacité de stockage de tout ça. Donc quand on nous pose des questions déclaratives, par exemple, on pourrait le faire à la fin pour voir quel speech vous avez préféré, quel discours, etc., on ne va pas pouvoir tout restituer. Pourquoi ? Parce qu'on ne s'en souvient pas. Donc sur un parcours client, sur une publicité, le déclaratif, ça apporte une valeur, mais pas tout, dans le sens où 90% de tout ce qui nous impacte dans la journée, c'est uniquement dans l'inconscient, et donc on ne peut pas le rationaliser. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé différentes technologies, donc ça c'est du facial coding, donc c'est des algorithmes qui en fait vont d'abord détecter les visages, puis le mouvement des muscles sur le visage de chacun des individus, pour voir en fait quelles sont les émotions qu'on ressent quand on regarde du contenu. Une autre technologie qu'on a utilisée par exemple avec la SNCF sont les bracelets connectés dont Thierry Jacquineau parlait tout à l'heure.
Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va détecter le stress, la relaxation des individus sur leur parcours client. Pourquoi ? Pour les aider à se souvenir. Parce que vu qu'on ne se souvient pas de son émotion, si on ne prend pas conscience de ce qu'on a réellement ressenti, comment raconter ce qu'on a vécu ? Et donc ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on a équipé plus de 500 personnes dans plusieurs gares pour voir en fait quels étaient les moments qui stressaient, relaxaient les individus, de façon à en fait les entendre une fois qu'ils ont pris conscience que, par exemple, on parlait tout à l'heure de la projection temporelle, les annonces sonores aussi par exemple, pourquoi est-ce que ça stresse et comment remédier à tout ça. Donc le but de tout ce qu'on fait, c'est de stocker l'émotion des gens, bien entendu des gens qui sont consentants. Là vous avez un visuel de facial coding, ça on le fait beaucoup pour des conférences, je vous rassure, vous n'êtes pas filmé ce matin, on ne vous a pas demandé. Pour des publicités aussi avec des panels qui nous donnent l'accord de participer à des études comme celle-ci. Et pourquoi est-ce qu'on a utilisé le bracelet connecté, par exemple, avec la SNCF ? C'est parce que si on utilisait des caméras de surveillance, bah, on filmerait des gens qui ne voudraient pas participer à l'étude. Et donc le bracelet nous permet en fait d'être sûr que tous les gens qui participent à notre étude sont volontaires. Une fois qu'on a ces données émotionnelles-là, ce que ça nous permet, donc pour encore une fois revenir sur l'exemple de la SNCF, c'est de créer, ou en tout cas d'aider Gare et Connexion à construire la gare de demain en partant de l'émotion des clients. Aujourd'hui, donc encore une fois, l'expérience client, c'est important, mais comment faire pour réellement voir quels sont les endroits qui créent du bien-être, de la relaxation ? Tout à l'heure, vous parliez du piano dans les gares à Aix-en-Provence, et ce qu'on a vu, c'est que c'était très relaxant. Les distributeurs d'histoires courtes, qui sont un autre objet qu'il y a dans les gares, on a vu que ça créait beaucoup de relaxation. On a vu d'autres espaces qui sont plus irritants. Et comment faire pour avoir accès à ces données-là sans passer par les émotions ? Par exemple, dans un hôtel, quel est l'endroit qui stresse le plus ? Si je vous pose la question, vous allez sûrement me dire le check-in, le check-out. L'endroit qui stresse le plus, ce sont les couloirs. On a testé 3 hôtels et on a vu très statistiquement qu'en fait les couloirs dans chacun de ces 3 hôtels étaient les endroits les plus irritants. Et pourquoi ? C'est parce qu'en fait le niveau de lumière n'est pas assez élevé et donc il y a une sorte d'effet shining, les gens n'arrivent pas à se projeter temporellement encore une fois. Et donc comment avoir accès à cette information-là si on ne passe pas par les émotions ? On voit aujourd'hui, et notamment en Chine, que la reconnaissance faciale est une arme et en tout cas un instrument de pouvoir énorme quand il est croisé avec d'autres services. En Chine, il a été croisé notamment avec WeChat, qui est une plateforme de mise en relation chinoise mais également internationale. Et ça nous amène à être repérés quand on traverse pas sur les clous, quand on grille un feu rouge, etc. Ce qui nous permet aussi d'avoir une amende directement sur son smartphone. Ça, c'est ce qui nous attend. Ou est-ce qu'on est protégé de ça grâce à la législation européenne qui entrera en vigueur à partir du 28 mai ? Alors, je pense qu'il faut 25 vraiment... mai, d'ailleurs. Je pense qu'il faut vraiment différencier la législation et l'éthique et le contrat de confiance dont on parlait tout à l'heure entre les marques et ses clients. La législation va aider les entreprises à justement travailler sur ces questions-là. Donc par exemple, je ne sais pas s'il y a la petite vidéo on était au CES donc en janvier de cette année et on a vu justement ces entreprises chinoises qui arrivent en temps réel à détecter 200 personnes. Donc là, avec une caméra, je peux tous vous détecter et trouver vos profils sur les réseaux sociaux. Donc WeChat par exemple, et c'est ce qu'ils font, ils monétisent en se servant de ces informations pour justement adapter les publicités offline, etc. etc. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et le GDPR, justement, bon, nous en empêche. Mais après, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les marques prennent la parole sur justement les data. On parlait des business models autour de la data. Nous, on a créé notre business model pour être, bon, le terme légal imposé, c'est privacy by design, c'est un anglicisme encore une fois. Mais c'est créer son business model autour de la data pour respecter les droits de chacun. Il y a de bonnes chances pour que les conséquences soient pas extrêmement positives de notre point de vue. Après, c'est un débat qui est d'abord légitime, parce que les parlementaires peuvent... voilà, c'est pas une autorité de régulation de dire aux parlementaires ce qui est bon ou ce qui est pas bon. Mais c'est vrai que dans le cadre du règlement général à la protection des données et du droit européen, on n'est pas tout à fait sur cette logique de patrimonialisation. Et c'est l'occasion de... On a toujours cette question qui est les données personnelles. Elles sont protégées parce qu'on ne protège pas les données, en fait. On protège les individus. Les données, on s'en fiche. Et finalement, c'est parce que les données personnelles, ça n'appartient pas à un acteur économique. Son système, ce qu'il fait, ses bases de données, ça lui appartient, mais l'information sur l'individu, elle n'appartient pas à un acteur économique. C'est un point très important dans la philosophie européenne de ces questions. Est-ce que je peux imaginer, Xavier Fischer, un droit de propriété personnelle sur mes émotions, par exemple ? Est-ce que je peux dire, voilà, c'est ma propriété, je les monnaie, je les vends, mais en tout cas, c'est à moi ?
Nous, par exemple, quand on fait des études, par exemple, on a travaillé avec TF1, avec France Télévisions pour tester leur publicité, tout leur contenu de marque. Aujourd'hui, encore une fois, les seules métriques qui sont là, c'est les déclaratifs. On n'arrive pas à savoir seconde par seconde dans un film de 30 secondes quels sont les moments qui marquent pas, créent de l'émotion. On a payé des gens pour justement les filmer depuis chez eux via leur webcam pour pouvoir détecter leurs émotions, leurs micro-expressions, donc en fait qui sont les réactions de leur système nerveux, pendant qu'ils visionnent ce contenu. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? De façon à comprendre en fait quelle était la mécanique émotionnelle du programme de la pub. Et donc dans ce cas-là, les gens nous donnaient le droit d'exploiter leurs données émotionnelles pour ces finalités-là. Et donc ce cas-là, nous on le fait déjà aujourd'hui. Pour ce qui est de ce dont on parlait juste avant, je pense qu'effectivement, ce qu'il faut qu'on pousse au maximum, et c'est pour ça qu'on est là nous aujourd'hui, pour parler de ces données émotionnelles, de la propriété de tout ça, les données, ça permet de payer des choses. Quand je vais sur le site du Figaro en ligne, je paye avec mes données. Quand je vais acheter le Figaro en magasin, je paye avec mon argent. Donc il y a transaction sur un site internet. Et donc à partir de ce moment-là, c'est ma propriété, je suis propriétaire de mon argent. Donc. Si vous ne payez pas pour un service, c'est que vous êtes le produit. Ces mots sont empruntés à Antonio Caselli. Et ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois d'avoir animé, participé à cette table ronde.